Bienvenue au restaurant Les Pianos à Montreuil pour ce numéro de décryptage, l'émission sur la santé et l'organisation des soins. Nous accueillons un médecin, un pharmacien et un infirmier libéral pour parler de coopération et d'interpro. J'ai nommé le docteur Philippe Vermèche, président du syndicat des médecins libéraux, Philippe Besset, président de la Fédération des syndicats pharmaceutiques de France, et Daniel Guilherme, président de la Fédération nationale des infirmiers. Merci à vous d'être venus nous éclairer sur ce sujet central pour l'avenir des soins de ville et le parcours des patients. La première question, elle est toute simple, elle est de principe, elle est de confiance. C'est est-ce qu'aujourd'hui, médecin, pharmacien, infirmier que vous représentez, vous êtes prêt à cette coopération, une coopération on va dire sincère, parce qu'on en parle depuis des années, et on sent que ça a du mal à prendre. C'est surtout le problème des médecins quelque part, puisque les infirmiers, les pharmaciens, les médecins ont toujours eu peur d'avoir leur précaré un petit peu envahi par les autres professions, à tort ou à raison, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, avec le déficit de temps médical que tout le monde connaît et les problèmes d'accès aux soins que les Français ont, on est au pied du mur et c'est vraiment le moment d'envisager une coordination sincère avec les autres professionnels de santé, notamment infirmiers, pharmaciens, voire kinésithérapeutes. Et vous en êtes convaincu? Est-ce que vos mandants, je dirais, le sont aussi? Est-ce que vous sentez que le moment est le bon? Alors, il est vrai qu'on voit le problème de la vaccination par les pharmaciens, notamment, et les infirmiers, où il y a des tiraillements entre les professions. Mais c'est vrai qu'il y aura beaucoup de pédagogie à faire. Mais je suis convaincu, en tant que président, qu'une coordination fera gagner. Alors peut-être financièrement, on sera gagnant financièrement, mais vraisemblablement au niveau du patient, le patient aura un plus dans son parcours de soins, puisqu'il sera fléché, accompagné dans son parcours. Philippe Besset, pour les pharmaciens, pareil, j'imagine que là, vous n'êtes pas contre ce discours. Non, bien sûr. Et ce qu'il faut comprendre dans les pharmaciens, la spécificité, c'est que c'est déjà une équipe. La pharmacie, c'est déjà 5 personnes, 5 professionnels de santé, pharmaciens et préparateurs en pharmacie qui travaillent ensemble. Donc on est déjà une équipe. Donc pour nous, cette coordination avec les autres, avec donc les médecins, avec les infirmiers, elle est voulue, souhaitée, naturelle. Voilà. Et il faut se le dire, on travaille là-dessus depuis longtemps. On va dire je vais dire pour la première fois le mot, mais c'est le patient qui compte. Et ce que nous avons bien repéré ensemble, c'est que si on veut que le patient ait un meilleur service, il faut qu'on se parle. Il faut qu'on arrive à trouver les meilleurs moyens de communication. Donc oui, évidemment, que ce soit à titre personnel, mon organisation ou les pharmaciens sur le terrain, on est très volontaires pour cette coopération. Est-ce que, vous parlez du patient, est-ce qu'il y a cette conviction chez vos mandants, là aussi, chez les pharmaciens, que l'intérêt du patient, c'est aussi votre intérêt? Est-ce que c'est couplé? C'est toujours comme ça qu'on travaille. Nous essayons de tirer notre épingle du jeu sur le principe que c'est d'abord le patient. Voilà. Et on fait de toute avancée et de toute nouveauté bénéfique au patient une opportunité. C'est comme ça qu'on travaille. On essaie de trouver l'opportunité à partir de l'intérêt du patient. Et Daniel Guilherme, cette vision-là, je sais que les infirmiers militent pour être intégrés à la coordination ou être considérés dans la coordination. Est-ce que vous aussi, vous couplez l'intérêt du patient, l'intérêt professionnel, et est-ce que vous aussi, la coopération est souhaitée sincèrement, au-delà de juste parler de coopération pour récupérer de l'activité, entre guillemets, parce que parfois on a reproché aux différents professionnels d'avoir cette arrière-pensée-là. Oui, je crois que le moment est venu en fait de se poser et puis en tout cas d'écarter les combats d'arrière-garde qui avaient cours jusqu'à présent. Alors c'est vrai on avait des raisonnements sur l'activité, sur les prérogatives de chaque métier. La société est en train de changer, le système est en train de changer. Il va y avoir, qu'on le veuille ou non, de toute façon une certaine hybridation des métiers qui va se mettre en place. Et dans le cadre de cette hybridation des métiers, il va falloir qu'on revoie la totalité de la chaîne de soins, et j'aurais tendance à dire de l'auxiliaire de vie jusqu'au médecin spécialisé. Donc si on reste crispé sur des positions qui confèrent à telle profession un champ de compétences spécifique, on n'y arrivera pas. Donc il va falloir qu'on se pose autour de la table et qu'on parte, moi je suis d'accord avec ce qui a été dit, qu'on parte du patient.
qu'on parte du patient, des besoins du patient, et qu'on soit capable de se coordonner en fait sur des champs de prérogatives, avec chacun ses prérogatives et dans son champ d'activité, mais pas de crispation en fait. Et la vaccination est un bon exemple, hein. La vaccination a généré des distorsions de concurrence sur le terrain qui font qu'il n'était pas possible d'avancer. En tout cas, nous, le discours qu'on fait passer au niveau de nos mandants, c'est qu'il faut plutôt se réunir sur ce qui nous unit, et ça c'est l'intérêt du patient, et c'est, je crois, partagé par tout le monde ici, et à côté de ça, écarter effectivement ce qui nous désunit. Donc, on a tous ces mêmes objectifs, je crois, aujourd'hui. Aujourd'hui, en tout cas dans les quelques années qui sont devant nous, comment peut-elle vraiment, la coopération entre vous, fonctionner? Sur quel modèle vous êtes pour que, au-delà des CPTS, des réseaux, etc., vous ayez sur tout le territoire français une impulsion de vraie coopération, coordination entre vos professions? Si on est là tous les trois, médecins, infirmiers, pharmaciens, c'est parce que nos professions sont celles qui ont le plus d'interactions. Et donc, c'est pas que nous sommes dans une stratégie d'inclusion, bien sûr de travailler avec tout le monde, c'est bien sûr naturel. Mais il faut reconnaître que les professionnels avec lesquels nous avons le plus à interagir, c'est le médecin généraliste, l'infirmier. Donc on est parti de là. On est parti des gens qui se connaissent le mieux et qui travaillons déjà ensemble au quotidien pour essayer de bâtir une stratégie qui est peut-être plus souple et qui soit s'inclut dans une CPTS, si elle existe, soit en tout cas qui déjà, autour d'un projet centré sur le patient, peut fonctionner grâce aux outils de l'information, grâce aux outils numériques qui arrivent. Moi, je crois que on lâche un gros mot, triptyque, c'est ça dont j'ai entendu. Non, c'est vrai que c'est un mot qui nous est un peu cher. D'une part, on avait déposé un amendement qui consacrait ce triptyque socle, entre guillemets, et j'insiste sur le mot socle, c'est important parce que le socle, et c'est ce que dit Philippe Besset, c'est que ça n'empêche pas d'autres professionnels de venir travailler, bien sûr, autour et avec ce triptyque socle. C'est pas du tout pour ostraciser les autres professions en relation avec les soins primaires, mais je crois qu'il faut qu'on soit pragmatique, agile, véloce, pour avoir une action qui soit rapidement mesurable et quantifiable. Aujourd'hui, on a un double défi à relever. Nous, professionnels de terrain, premier défi, c'est le vieillissement de la population. Deuxième défi, c'est l'explosion des pathologies chroniques. Si on s'enferre en fait dans des modèles qui sont lourds, administratifs, on ne partira pas du terrain en fait. On va partir de la structure et on risque en fait de passer à côté de quelque chose. Nous, notre démarche est très pragmatique, hein, ça rejoint ce qui a été dit, on part de ce qui se fait le plus sur le terrain pour avoir un levier qui impacte au maximum en masse critique. Alors moi je prends l'exemple souvent des maisons de santé pluridisciplinaires type CISA, on voit que ça touche à peu près 10% de l'offre de soins. Avec 10% de l'offre de soins, on ne peut pas avoir un impact en fait systémique, c'est-à-dire un impact qui réorganise dans sa globalité le système. Donc il faut repartir des fondamentaux, il faut construire à partir des fondamentaux sur des bases solides et pragmatiques. On a tous les trois, nous avons signé l'accord ACI sur les CPTS. 80% dans nos sondages, 80% nous des médecins, des professionnels de santé étaient un petit peu moins réservés, les autres professionnels étaient un petit peu moins réservés, mais chez les médecins, c'était 80% d'opposition. Parce que c'était un modèle trop technocratique, trop usine à gaz. Et donc, d'où l'idée. Vous avez signé quand même. J'ai signé, oui, parce qu'on a signé. Pourquoi ? Parce que, c'est un accord qui est décliné jusqu'au niveau local. Et donc, on a des adhérents, nos mandants vont s'engager dans ce système-là. Mais c'est un système qui est lourd, technocratique, qui a du financement, on est d'accord, mais notoirement insuffisant pour ce qu'il faudra faire. Et à la sortie, donc, c'est un système qui n'est pas très simple. Donc d'où l'idée, en partant du pharmacien, de l'infirmier et du médecin, d'avoir une espèce d'organisation très simple, avec un petit contrat ad hoc, de façon à ce qu'on puisse travailler en coordination tous ensemble, et au passage, qui permettait d'avoir une coordination que nous ferons valider au niveau de la CPL des départements, notamment pour toucher le forfait structure sur l'ensemble des professions, que Nicolas Revel a mis sous tutelle au niveau de l'assistant médical et de la CPTS.
D'accord, donc vous utilisez en fait l'environnement administratif pour piocher ce qui vous permettra d'être plus opérationnel sur le terrain entre vous. Alors, Est-ce que c'est un résumé qui... on va jouer le jeu des Oui. CPTS. Oui. On va essayer, on va lancer nos professionnels sur le territoire pour les créer, ces CPTS. Et donc ça, il n'y a pas de doute là-dessus. On est motivé pour aller là-dessus. Mais on n'est pas certain que l'ensemble des professionnels adhèrent et pas certain qu'on arrive rapidement à les créer. Et on n'a pas efficace en plus sur le terrain. Et donc on n'a pas de temps à perdre là-dessus. On ne demande pas de budget, nous, dans ces organisations souples, pour l'organisation elle-même. Donc ça, on a du travail à faire pour les gens qui est urgent. Donc on va le faire, on veut bénéficier des financements de nos conventions. On n'a pas besoin, typiquement, d'en rajouter pour un financement. Voilà. Par contre, ce que j'entends aussi, c'est que vous avez quand même besoin de formaliser. Parce que certains vous diront, bah oui, mais ça fait longtemps que moi je bosse avec mon médecin, mon pharmacien. Et que du coup, alors pourquoi ce besoin Ce besoin de formaliser, il est simple, parce que M. Nicolas Revel a mis le forfait structure otage de la coordination. Et donc le forfait structure ne sert pas qu'à la coordination, il sert à la télétransmission, il sert à plein d'autres choses. Et donc c'est un petit peu un hold-up. Voilà. Et donc il va bien falloir formaliser un petit peu pour justifier qu'on est en coordination. De façon à ce que, voilà, pour prouver du fait qu'on sera en coordination dans un système légèrement formalisé, normalement, le forfait structure devrait pouvoir s'appliquer à ces professionnels-là. Moi, je crois quand même qu'il faut qu'on opère bien le distinguo qu'il y a entre ce qu'est la coordination clinique de proximité et ce qu'est l'organisation territoriale. Les CPTS, en fait, on va s'occuper d'organisation territoriale du parcours, etc., d'accès aux soins. Dans l'équipe de soins primaires, telle qu'on l'a définie, et ici, en fait, vous aurez un exemple d'équipe de soins primaires, médecin, pharmacien, infirmier. C'est le noyau, le premier noyau. C'est le triptyque socle, en fait, on l'appelle comme on veut, noyau dur, on l'appelle comme on veut. Mais je crois que là, on est dans de la coordination clinique de proximité, mais on a cette intuition que les CPTS ne pourront fonctionner, ne seront opérationnels, que si les équipes de soins primaires sont véritablement opérationnelles. Et c'est pour ça qu'on a besoin de formaliser un petit peu ces choses-là, parce que moi je suis à peu près persuadé que quand on aura structuré en fait la première ligne en coordination clinique de proximité autour du patient, encore une fois, autour du patient, là on aura en fait des unités qui seront capables d'investir les CPTS pour aborder cette thématique de coordination territoriale. Aujourd'hui, j'ai le sentiment... Vous rendez service à Nicolas Revel et à la ministre, alors. En fait, vous les aidez à structurer les CPTS. Mais on souhaite rendre service... on souhaite rendre service à nos professions et aux gens. D'abord. Voilà. À nos professions. L'efficacité d'abord. D'accord. Et finalement, pour que ça soit capable de survivre à toute modification de structuration au-dessus, autour, etc. Non, en tout cas, nous, ce qui nous inquiète un petit peu aujourd'hui, c'est qu'on est en train de construire une cathédrale sur des sables mouvants, quoi. C'est-à-dire que si on n'a pas bien structuré la première ligne, on pourra mettre toutes les structures qu'on veut derrière. On risque de se retrouver dans les conditions de déploiement des CISA. C'est-à-dire qu'on va s'occuper de 10% des professionnels, donc que d'un certain pourcentage de patients. Et on se retrouve après dans des mesures qui sont des mesures d'affichage. Nous, ce qu'on veut mettre en place, c'est des mesures qui impactent l'organisation du système dans sa globalité. Et il faut partir des fondamentaux. Et les fondamentaux, c'est la coordination clinique de proximité. C'est clair. Ma dernière question, vous l'avez déjà un petit peu abordée, c'est comment vous allez vendre cette démarche à 3 aux autres professionnels de santé qui pourraient... le risque, c'est qu'ils se crispent en disant mais attendez, vous nous chantez et vous voulez faire sans nous. Non, voilà. Alors vous n'avez pas que c'était un socle pour que les autres viennent... Mais comment concrètement vous allez leur vendre l'idée pour que ça soit... Il n'y a pas de blocage. Voilà. Non, on part de ce que je vous ai dit déjà dans le premier truc. C'est les 3 professions qui ont le plus d'interaction. Oui. La logique de base, on la comprend bien. Je veux dire, voilà. Donc, et à partir du moment, si on met comme principe de départ que c'est ouvert, évidemment, nous,
Je ne pense pas qu'il y aura de problème particulier là-dessus. Il fallait bien commencer par quelque chose. Voilà. Donc c'est vrai qu'il faut qu'on arrive à s'entendre, formaliser un tout petit peu, mais imaginer le système simple sans créer d'associations, sans créer d'autres usines à gaz, de façon à ce que ça puisse fonctionner naturellement. Voilà. Et donc tout le monde sera bienvenu, bien sûr. D'accord. Donc en fait, ce SOC, c'est une espèce de levier pour aller plus loin dans... Absolument, oui, au contraire. Je pense que je vous parlais d'agilité, de vélocité. C'est vrai que je rejoins ce qui a été dit. C'est les interactions, en tout cas sur le double défi, elles se situent essentiellement là. Mais c'est pas du tout pour écarter les autres professionnels. En fait, selon les profils de prise en charge, évidemment qu'on aura besoin d'un kiné, évidemment qu'on aura besoin d'une orthophoniste, d'un chirurgien dentiste. Enfin, ça c'est évident. Maintenant, si on veut être agile, véloce et que ça aille vite, dans la fenêtre d'opportunité qu'on a, il fallait partir de quelque chose, quoi. Mais je pense que le message qu'il faut faire passer, c'est que c'est certainement pas un club fermé qu'on est en train de mettre en place, mais le départ de quelque chose. C'est clair. En tout cas, merci pour vos explications. Merci à tous les trois d'avoir joué le jeu. Et rendez-vous sur la veille des acteurs de la santé pour un prochain décryptage dans quelques semaines ou mois. Merci. Merci. Au revoir.